Aujourd'hui, un flottement dans les idées, désarroi et dérive dans la nuit totalitaire. En 1940, la mobilisation puis la débâcle dispersent une poignée de militants trotskistes, souvent jeunes, sans expérience, et acculés presque du jour au lendemain à une clandestinité au carré, voire au cube, sous la triple terreur nazie, pétainiste et stalinienne. Isolés physiquement, ils le sont aussi et peut-être d'abord politiquement. Et c'est au moment du plus grand désarroi que la défection de certaines grandes figures fondatrices se fait cruellement ressentir. Dès lors, de l'isolement politique à la confusion théorique, et de la confusion théorique à l'égarement idéologique, il n'y a qu'un pas. Un pas que certains trotskistes vont franchir, au moins temporairement. Théorisant leur propre démoralisation, cela proclame la victoire durable des dictatures staliniennes et nazies, et juge que les révolutionnaires n'ont plus guère le choix. Coupés des masses, impuissants, ils ne peuvent plus désormais, à leurs yeux, qu'exploiter au mieux les contradictions internes de ces régimes de fer, pour préparer le jour futur où, de la décomposition à venir des totalitarismes, pourraient germer, éventuellement, quelques fragiles éléments de socialisme. Figure familière de l'extrême gauche française, et aujourd'hui encore proche de la LCR, Michel Lequesne a rencontré les trotskistes au sein du CLAJ, ou Centre laïque des auberges de la jeunesse. Michel Lequesne. Dans les auberges de la jeunesse, il y avait tout de même eu une activité fractionnelle à la fois des gens du PC et des trotskistes. Et c'était des trotskistes qui s'étaient emparés en quelque sorte de la direction nationale. Et ils avaient fait une chose qui n'est pas très connue et qui est importante tout de même. Ils avaient cru bon, dans la presse collabo commençait à apparaître, dont en particulier la Gerbe d'Alphonse de Chateaubriand, n'est-ce pas, d'y publier un manifeste des auberges de la jeunesse, une première partie d'un manifeste des auberges de la jeunesse, qui était en fait un espèce de décalque adouci du programme de transition de la Société internationale. Et ça a suscité un éclat tout de même dans les groupes, ce qui fait que l'Assemblée des clubs de Normandie est descendu Maurice Laval. C'était le premier trotskiste que je rencontrais. Et bon, il s'est expliqué, il a dit que ça avait été une erreur. D'ailleurs, du côté de naturellement des francs collabos, il y avait eu également une réaction inverse à la nôtre. Et la deuxième partie de ce manifeste des auberges de la jeunesse n'est pas parue. Et il y a une légende qui explique que le CLAJ est devenu une organisation collaborationniste. C'est faux complètement. Le congrès, qui avait été un congrès clandestin, n'est-ce pas, sous l'égide, c'était à Puteaux, je crois, du maire socialiste qui devait s'appeler Cellier, je crois. Une semaine après ce congrès et mon élection donc au comité national, le CLAJ a été dissous, la Gestapo a fermé les locaux, et il n'y a plus eu de CLAJ. Alors quand on parle de CLAJ pour les années 42, ça n'existe pas. Et ça, j'en ai aucun doute, j'en suis sûr. Parce que les membres des auberges qui voulaient continuer leur activité, ils sont allés adhérer à un autre mouvement d'auberges de la jeunesse. C'était celui de Marc Sagnier, qui était des auberges de la jeunesse catholiques. Ou chrétiens en tout cas. Et on a dit, alors ça c'est encore les illusions utopistes, ce qui allait être l'occupation, nous on continue, on fait des auberges clandestines. Le plus étonnant c'est qu'on en a fait. Rien que dans mon secteur de Normand, on en a fait deux. Une dans les Alpes Mancelles et une autre tout près du Mans où j'étais replié, moi, absolument. Après les bombardements du Havre, on était revenu au Havre après l'Exode, mais on avait fallu repartir. Le Havre était sous les bombes anglaises, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus à manger, etc. J'étais replié au Mans. On a créé une auberge de la jeunesse, on a appelé Que ma joie demeure, et qui a été utile parce que c'est par là que sont passés, en particulier des jeunes juifs qui allaient passer la ligne de démarcation, ça servait d'étape.
Tandis que certains tentent d'instrumentaliser la presse collabo, d'autres pensent le moment venu d'envoyer des sous-marins révolutionnaires au sein des organisations fascistes. C'est le cas d'Henri Molinier, vieux militant de l'opposition de gauche et cofondateur du journal La Vérité. Dans un texte intitulé « Que faire ?», le frère de Raymond Molinier exhorte ses compagnons des comités communistes internationalistes, ou CCI, à sortir de l'isolement pour, je cite, « s'incruster aux masses, malgré le fascisme et Staline ». C'est donc le moment où quelques militants décident de noyauter, notamment le Rassemblement national populaire, ou RNP, de Marcel Déat. Michel Lequesne. Il y a tout un magma de calomnies, n'est-ce pas, qui sont complètement à rejeter. L'entrisme de quelques militants trotskistes des CCI, c'était même pas encore CCI, c'était la seule voie. Dans le RNP, ça n'avait rien de collaborationniste. Et alors, pourquoi est-ce que Molinier a décidé d'un entrisme dans ce mouvement ? On ne peut le comprendre que si on ne comprend pas la profonde démoralisation qui a pu frapper des quantités de militants de gauche. C'était l'époque du pacte Hitler-Staline, n'est-ce pas ? Et pour Molinier, il a pensé que, voilà, on avait pour toute une période historique, n'est-ce pas, un mouvement stalino-fasciste dans le reste du monde. Et il y avait aussi cette idée, d'ailleurs, qui était une idée juste, que le nazisme avait fait une démagogie, n'est-ce pas, plébéienne, n'est-ce pas, qui avait été surtout les SA, n'est-ce pas, et qu'il avait ensuite liquidé, mais que comme cette démagogie continuait, il y avait la possibilité de faire du travail de fraction. Alors, c'est ça qui l'a mené dans une ligne qui était évidemment tout à fait fausse, mais qui n'a duré qu'un an. Et qui a été assez vite dénoncé par les jeunes des CCI. Hein. Et d'ailleurs, ils ont été très peu. Je ne sais pas s'ils ont été plus de 3 à faire ce travail. Venu à l'engagement politique par antifascisme et au milieu des années 30, Paul Parisot est l'un des dirigeants du POI, ou Parti ouvrier internationaliste, l'autre grand courant trotskiste sous l'occupation. Paul Parisot. Il s'agissait d'envoyer des gens dont certains étaient de très bons militants, très bons copains, très actifs, comme Foirier, qui avait été le créateur d'une série de chorales qui chantaient les chants révolutionnaires. Foirier a été envoyé au RNP de Déat, pour lui et d'autres, pour y trouver je ne sais quelle possibilité de rendre l'action moins illégale et de pénétrer, je ne sais comment ni pourquoi, cette organisation purement fasciste qu'avait créée Déat, n'est-ce pas ? C'était un entrisme sans principe. Quand Trotsky était partisan que nous rentrions dans la SFIO, il l'avait fait sur la base du principe. D'abord, il voulait que nous entrions drapeau déployé. Enfin, moi, j'ai adhéré d'ailleurs quand les autres étaient déjà entrés, n'est-ce pas ? Mais enfin, je me replace dans la perspective qui a été celle des camarades qui ont fait l'entrée en 1934. Il s'agissait de défendre l'unité d'action du Parti communiste, du Parti socialiste et de tous les groupes qui se réclamaient de la classe ouvrière contre le fascisme. Ancien militant des jeunesses communistes, membre du CCI et futur fondateur de l'actuel Parti des travailleurs, Pierre Boussel, dit Lambert, est longtemps proche d'Henri Molinier. Pierre Lambert. Bon, il s'est trompé. Tout le monde a le droit de se tromper. Bon, attention, tu es très honnête. La discussion a eu lieu. Elle était des putains intérieurs, tout ça, etc. Alors moi, comme j'étais le plus jeune à ce moment-là, bon, je signais le jeune. Bon, et j'ai été montré, à juste titre, j'ai fait des erreurs dans ma vie, il faut faire attention. Mais là, dans ce domaine-là, il se trouve qu'à 19 ans et demi, 20 ans, j'en ai pas fait. Quand je regarde ça, je dis, c'est intelligent, Pierrot, ce que tu as écrit. Mais cela dit, bon, j'ai montré que la guerre impérialiste se transforme en guerre civile, les révolutions prolétariennes, j'étais d'accord avec Trotsky. Bon, je reviendrai. Elle s'est pas faite de la même façon, Trotsky, moi-même, nous-mêmes, on l'a prévu. Il n'empêche que les plus grandes conquêtes que la classe ouvrière a arrachées dans cette période, la sécurité sociale, tout ça, après, c'était le produit d'une révolution trahie et manquée.
Donc c'est ça. Donc sur ce terrain-là, donc Molinier, lui, expliquait le charisme d'État. Bon, il va y avoir l'URSS et les Allemands, les Hitler, ils vont dominer le monde, et il y aura une nouvelle forme de société. C'était en contraire, d'abord contradictoire avec le marxisme. Donc sur ce terrain-là, moi j'étais pas d'accord. Et donc toute une série d'articles, il y en a beaucoup, dans le plan intérieur, dans lequel j'ai polémiqué. Puis ensuite, mais Molinier est un honnête homme. Molinier pensait qu'il fallait lutter contre le fascisme intérieur pour briser le fascisme. Donc après, en 1941, il a compris, par le double mouvement, d'une part, la situation politique, qui a démontré que, à partir du moment où il y a la guerre germano-soviétique, le problème qui se trouvait posé, Hitler ne pouvait pas gagner. Et puis à partir de ça, comme Henri Molinier était un ami de Trotsky, bon, il y avait beaucoup de considération pour lui, Trotsky, bon, il a compris qu'à partir du moment où on détruisait l'URSS, on ne pouvait pas accepter ça. Donc, honnêtement, je me suis trompé. Lui aussi fortement marqué par l'influence d'Henri Molinier, Michel Lequesne juge bien plus grave la création par Jean Rousse et Fred Zeller d'un mouvement national révolutionnaire, ou MNR, dont le bulletin, intitulé « La Révolution nationale », reprend presque textuellement certaines formules de la rhétorique vichiste et dont le mot d'ordre est « ni pro-anglais, ni pro-allemand, pro-français ». Michel Lequesne. Aujourd'hui, avec l'idéalisation, parce que c'est une véritable idéalisation de la résistance, des résistances, il faudrait dire d'ailleurs, on voit ça comme le péché fondamental. Alors que les illusions, on était en France, y compris les militants, je crois, dans une ignorance totale de ce qu'était réellement le nazisme. On s'imaginait les modèles de dictature classiques, quoi. On n'imaginait pas ce type de dictature absolument féroce, efficace, n'est-ce pas? Bon. Et donc, dans le POI, il y a eu tout de même des illusions. La preuve, la publication de ce texte des Auberges de la jeunesse, n'est-ce pas, dans la Gerbe. Et du côté du POI, il y a eu pire. Il y a eu Rousse. Rousse qui a sauvé sa mise après. Mais lui, il a créé un mouvement collabo. Le MNR, qui était un mouvement collaborationniste, avec plein d'illusions sur la possibilité de fonctionner comme ça. Alors bien sûr, il a été dénoncé radicalement par le POI, en particulier par Yvan Crépeau, qui l'a rappelé, mais ça prouve à quel point il y avait de flottement dans les idées. Et une chose sur laquelle j'ai insisté récemment encore dans une correspondance avec un camarade sur cette question, sur le fait que d'un seul coup, il n'y avait pas de théoriciens là, dans ces deux mouvements. Sauf le seul ancien, c'était Henri Molinier. Et Yvan Crépeau, dans une certaine mesure. Et c'est des jeunes du mouvement qui ont dressé la situation dans les deux mouvements. Aussi, dans le fait que l'attaque de la Russie par l'Allemagne, de l'URSS par l'Allemagne, ça a commencé à clarifier les choses. Paul Parisot. Il existait dans la société française, à cette époque-là, il faut s'en souvenir, dans les années 40 et largement en 41, toute une série de gens, parmi lesquels je n'accepterai pas Henri Freinet, qui pensaient qu'on pouvait faire un bout de chemin avec une certaine forme de la Révolution nationale, qui pensait que la création de comités qui visaient à réguler ou planifier toutes les activités économiques n'était pas sans intérêt. Il y avait tout un aspect planiste, il y avait toute une série de gens qui avaient été frontistes avec Bergerie et qui pensaient encore qu'on pouvait faire quelque chose. Je me suis aperçu que quelqu'un pour qui j'avais aussi beaucoup d'amitié estimait, il l'exprimait dans des notes qu'il avait fournies à Marcelic, la conviction que le fascisme avait vaincu pour 20 ans et que dans ces conditions, il fallait revoir nos positions et peut-être savoir saisir ce qu'il pouvait y avoir de juste et de
positif dans le fait que le fascisme allait nationaliser beaucoup d'industries, des considérations de ce genre. Alors moi je lui ai dit, écoute, le pays est maintenant occupé, il y a un problème, il y a une question nationale, et je me suis retrouvé en accord avec X sur cette estimation fondamentale des choses, n'est-ce pas? Vous avez parlé de Jean Rousse. Je ne veux pas accabler Rousse parce qu'il n'a pas persévéré dans cette appréciation, il a très vite essayé de faire son propre groupe, et ce groupe a été un groupe de la résistance. Ancien secrétaire de Léon Trotsky en Norvège et futur grand maître du Grand Orient dans les années 70, Fred Zeller est l'un des cofondateurs, avec Jean Rousse, du MNR, ou Mouvement National Révolutionnaire. Fred Zeller. On avait trouvé cette étiquette comme une autre. En fait, on s'était aperçu qu'avec l'arrivée des Allemands, il y a eu, avec l'arrivée de Pétain et Laval au pouvoir, la réaction courageuse physique, elle est venue avant même la classe ouvrière, elle est venue de la petite bourgeoisie, de petits officiers, patriotes, on rassemblait ceux qui étaient d'abord contre Vichy et contre le maréchal Pétain, contre l'arrestation des Juifs, etc. C'est ça, au début, c'est ça. Et ça, c'était une toute petite minorité, une infime minorité. L'immense majorité de la France était pétainiste. Il faut bien qu'on comprenne ça. C'est vrai aussi que nous étions très attachés à la paix et contre la guerre. Et ça, avec Léon Blum. Léon Blum, la guerre, nous n'en voulons pas, nous sommes contre la guerre, etc. Même celle qui doit venir, il faut empêcher la guerre, même avec Hitler. C'était la position du parti, n'est-ce pas? Et au fond, c'était la nôtre aussi. C'est ce qui explique que je faisais des réunions avec les pacifistes de Robert Jospin, Georges Piolle, Marcel Capi, etc., contre la guerre qui venait. Il faut trouver une solution. Mais cela ne veut pas dire de collaborer avec l'ennemi, pas du tout, au contraire. Tous les papillons que je faisais chez Serbonnet à l'époque, je disais bien, pas de collaboration sous la botte. On dénonçait d'ailleurs ce qui se passait dans les usines où les Allemands démontaient les machines pour les envoyer en Allemagne, etc. Et si bien qu'ici, ils n'avaient pas à foutre, sinon aller travailler en Allemagne, justement. Nous, à l'époque, on l'a fait sans penser à mal. On pensait que le mouvement national est révolutionnaire, que nous étions les deux. Je l'explique d'ailleurs très bien dans un ou deux documents publics à l'époque. Et nous avons rassemblé d'abord les militants les plus près de nous, des militants syndicalistes, il y avait Charayon, il y avait tout ça, il y avait bien des militants du PSOP aussi, qui venaient de la gauche pivertiste, il y avait des anciens trotskistes, avec Roger Clair, Suzanne Charpie, etc. Et puis alors, vous aviez des militants qui venaient du Front commun de Bergerie, qui lui était passé à Pétain et qui a été ambassadeur en Russie, mais dans la base, il y avait des militants qui étaient absolument sur nos positions à nous et se détachaient de Bergerie. Alors, il fallait rassembler tous ces éléments-là pour essayer de constituer un noyau de résistance politique, intelligent, et qui comprenait que on ne pouvait pas à la fois être pour De Gaulle comme ça sans réfléchir ce que ça représentait aussi, n'est-ce pas? Nous étions aussi pour que la résistance s'appuie sur la classe ouvrière d'abord, qui était la première atteinte parce que on démolissait les usines, parce que le matériel filait en Allemagne comme qui rigole, parce que les Allemands avaient imaginé des billets, des francs de faux qui circulaient partout, etc. Vous comprenez? Au début, la résistance, ça a été un mouvement très, très difficile à définir.
vous aviez de tout. Vous aviez des soldats, vous aviez des bourgeois qui étaient contre Pétain et contre l'occupation allemande. Et puis alors, vous aviez aussi des gens de gauche, vous aviez des PSOB, des trotskistes, de tout. Vous aviez tout à ce moment-là. Alors, vous savez que certains trotskistes, après, ont dit c'était tout ça, c'est la collaboration de classe, il fallait être internationaliste, c'était des nationalistes. On l'a toujours été. La collaboration de classe, c'est de la connerie de dire ça. C'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Il y avait la question nationale. Et la question nationale, est-ce qu'on peut tolérer, sans réagir, que des fascistes s'installent sur notre pays comme qui rigolent sans dire quoi que ce soit? Voilà la vraie question, elle est là. Alors, qu'il y ait des réactions nationales, c'est vrai qu'il y en a eu, et dont nous n'avons pas assez tenu compte, mais elles existent. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui se sentaient attachés à ce sol et que ça gênait d'avoir des fascistes allemands sur notre sol. Voilà. C'est compréhensible quand même. Tout le monde peut comprendre ça. Alors que les sectaires viennent nous accuser de je ne sais pas quoi, ça n'a aucune importance. Donc vous regrettez rien sur cette expérience? Absolument rien. D'ailleurs, nos copains ont été arrêtés, Lisansky, tout ça ont été arrêtés, Rousse a été arrêté, il y a eu un procès. Et l'intelligence de Rousse, qui était le meilleur orateur de la bande au moment du procès, a développé, au fond, la position initiale en disant, mais enfin, vous nous arrêtez, nous, pourquoi? Alors que nous étions pour le rassemblement avec les travailleurs allemands, etc. Jean-Jacques Marie, militant de l'actuel Parti des travailleurs, historien du trotskisme et proche de Pierre Lambert. Il y a un trotskiste qui est passé à la collaboration naziste, un seul et unique, avec sa femme, mais sa femme n'était pas adhérente, c'est un dénommé Binet, mais c'est le seul. Bon, d'abord, aucune organisation n'est responsable de ceux qui la quittent, parce qu'on en parlait très loin. Jacques Doriot a d'abord été membre du bureau politique du PCF. Marcel Déat a été l'un des grands dirigeants du Parti socialiste et FIO, et Léon Blum y voyait une grande figure d'espoir. Bon, on va pas reprocher au PCF, pas seulement Doriot, d'ailleurs, toute la bande de gens qui dirigeaient ce qu'on appelait le rayon Saint-Denis est passé au PPF, et les dirigeants du PPF, c'est les anciens du PC, et Paul Marion, ancien du PC, lui aussi ancien du PC, Barbet, Sellor, tous ces anciens du PC qui dirigeaient le PPF, de Doriot, qui lui était un parti alors réellement fasciste. Les cadres des partis fascistes et collabos, c'est essentiellement les anciens du PC, les anciens staliniens. Alors, c'est quand même assez extraordinaire d'entendre tout ce tam-tam qu'on ose faire au bac pour une proposition profondément discutable, d'ailleurs fausse, même plus que fausse, fondée sur une analyse fausse qui a abouti à rien, en fait, dans la réalité, et un traître qui est passé chez les fascistes, chez Doriot. Alors que la grande majorité du groupe parlementaire socialiste et CFIO, non seulement a voté plein pouvoir à Pétain, mais en plus est passé du côté de la collaboration. D'ailleurs, lorsque Paul Faure, qui était secrétaire de la SFIO, qui est devenu collabo, ministre d'État de Pétain, sans parler de tous les anciens maires du PC devenus collabos, il y en a eu un paquet. Hein, vraiment, on pourrait faire une liste, les Barthélemy et tout ça. D'ailleurs, c'est une trotskiste qui a abattu l'ancien maire du PC, collabo Barthélemy, c'est un commando trotskiste qui l'a abattu. Bon, donc tout ça, c'est la reprise finalement des calomnies staliniennes contre Trotsky, agent du fascisme, agent de la Gestapo et de l'intelligence service en même temps. C'est les termes de Wyszynski dans les procès de Moscou. Un jour, il y a un gars du PC qui m'a sorti ça dans la salle des profs. On savait ce que faisaient tes amis sous l'occupation. Il travaillait avec la Gestapo. Il a pris une paire de baffes dans la figure, et je l'ai collé au mur, et je lui ai dit, chaque fois que tu répéteras ça, tu auras une paire de baffes. Mes collègues trouvaient que je manquais d'humanisme. Je considérais que j'avais un respect essentiel de mes camarades morts dans les camps de concentration nazis, parce qu'un quart des trotskistes français ont été liquidés par les nazis. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation, Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.